Mais enfin, où sommes-nous donc? Au Moyen-Orient? En Chine? En Inde? Ou en Angleterre? C'est assez compliqué. Les 3/5 du territoire de la Malaisie se trouvent au nord de Bornéo. Mais les 4/5 de sa population de 11 millions habitent la péninsule malaise, malgré son étendue relativement modeste. Et c'est là que se trouve aussi la capitale fédérale. Tout le centre de la péninsule est hérissé de montagnes, dont les plus hautes dépassent 2000 mètres. Ces montagnes sont recouvertes d'une jungle peuplée par une grande faune. Aussi, les premiers habitants de la péninsule, les aborigènes, qu'on appelle parfois proto-malais, étaient des chasseurs qui opéraient à la sarbacane et aux flèches empoisonnées. Ce qu'on voit est en fait un étui protecteur dans lequel est enfilée la sarbacane proprement dite, bambou dur et poli comme un canon de fusil. Avec ça, on peut tuer même de gros animaux, et éventuellement, bien entendu, son prochain. Plus tard vinrent les Malais, qui peuplèrent d'abord les côtes. Ils avaient de fait une réputation de bons navigateurs et d'habiles pêcheurs, mais certains d'entre eux en avaient une autre moins enviable, de naufrageurs et de pirates. Avec le temps, ils s'étendirent dans les plaines côtières, vivant des arbres fruitiers et de la rizière. Au IVe siècle, toute cette partie du monde était soumise à l'influence indienne. Les princes indiens s'intéressaient aussi aux mines d'étain de Malaisie, célèbres depuis l'Antiquité. Au début du XVe siècle, tournant dans l'histoire de la Malaisie, des pêcheurs de Sumatra débarquent, fondent Malacca et amènent avec eux l'islam, rapidement adopté par les Malais. Les premières mosquées furent construites dans le style de Sumatra. Les sultans d'alors n'étaient ni bien puissants ni bien riches. Leur palais était en bois et construit sur pilotis comme les autres maisons malaises. En 1511, les Portugais s'emparent de Malacca et en font un comptoir et une base fortifiée. Ils y resteront 130 ans. Les Portugais amènent avec eux le christianisme, un christianisme bien typé. On nous montre même un peu à l'écart du front de mer actuel le sommet du rocher sur lequel Saint François Xavier aurait mis pied à terre en 1545.
Les beaux jours de cette chrétienté malayo-portugaise prirent fin en 1641, car les Hollandais, alors calvinistes militants, expulsèrent les Portugais et s'installèrent à Malacca pour un siècle et demi. Mais en 1795, ils sont à leur tour évincés par les Anglais. Par une série de tractations politiques et commerciales, les Anglais acquièrent également l'île de Penang, au nord de Malacca. Et un peu plus tard, en 1819, ils achètent à bon compte l'île au désert de Singapour, tout au bout de la péninsule. Singapour, Penang, Malacca, les trois piliers de ce qui va devenir le très puissant gouvernement des détroits sont en place. Il n'y a plus qu'à pousser sans heurts le protectorat britannique sur les États malais. Les fameuses mines d'étain, perpétuelles pommes de discorde entre les sultans, fournissent un excellent prétexte. Les Anglais proposent leurs bons offices et aussi le développement de l'exploitation. Mais comme les Malais ne semblent guère intéressés par l'industrie, les Anglais se voient contraints de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. De nombreux Chinois répondent. Leur contrat terminé, beaucoup d'entre eux choisissent de demeurer en Malaisie plutôt que de retourner en Chine. Ils s'installent dans les endroits où les Anglais sont solidement implantés, ils accaparent le commerce et s'organisent en puissantes sociétés plus ou moins secrètes pour protéger leurs intérêts. En 1876, un botaniste anglais apporte du Brésil 70 000 graines d'EVA, l'arbre à caoutchouc. Une série d'expériences va bientôt prouver que non seulement l'EVA peut pousser hors du Brésil, mais qu'il pousse encore mieux dans le sud-est asiatique et notamment en Malaisie. C'est un véritable boom. De plus, pour faciliter l'écoulement du latex, on découvre la technique du saignage. Les Anglais font cette fois appel à la main-d'œuvre indienne. Leur contrat terminé, beaucoup d'Indiens agissent comme naguère les Chinois des mines d'étain. Ils reconstituent en Malaisie un petit morceau de l'Inde et s'y fixent. Ainsi, les éléments d'un des charmes de la Malaysia actuelle, et aussi de ses difficultés, se trouvent déjà sur place à la fin du XIXe siècle. En pleine guerre napoléonienne, et bien avant l'esprit œcuménique, le gouverneur anglais de Penang s'offre pour accueillir le collège général pour la formation des prêtres extrême-orientaux, quoiqu'il s'agit d'un séminaire catholique dirigé par des missionnaires français. Puis les missionnaires français reçoivent la charge de la mission de Malaisie, construisent des églises et dès le milieu du XIXe siècle ouvrent des collèges, pour les garçons évidemment, mais aussi, grande nouveauté alors, pour les filles. À la fin du siècle, la ville sise au lieu superbement dit Kuala Lumpur, ce qui signifie prosaïquement le confluent boueux, devient capitale fédérale des États malais. Et pour prouver aux Malais qu'ils sont toujours bien chez eux, les Anglais construisent tout le centre administratif en style mauresque. Même la gare qui a l'air d'une mosquée. Les Anglais développent l'équipement de leur belle colonie qu'ils dotent d'un important réseau routier. Et en 1920, ils achèvent le Transmalaisien. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les belles côtes malaises verront le débarquement des Japonais, les forêts et les jungles seront troublés par l'occupation. Et après la paix de 1945, une guerre subversive y prolongera encore l'insécurité pendant plusieurs années. Puis les États malais, à l'exemple des autres possessions britanniques, revendiqueront leur indépendance et en 1963 formeront la Malaysia. Le drapeau, si l'on peut dire, annonce la couleur. Les bandes symbolisent les 14 États fédérés et le rectangle bleu, la religion officielle, l'islam. Cependant, le voyageur qui débarque dans une ville malaisienne n'a guère l'impression d'arriver dans un pays musulman, mais bien plutôt en pleine Chine.
Oui, les ouvriers chinois des mines d'étain du siècle dernier ont prospéré et proliféré. Si bien que les Chinois ne représentent pas moins de 41% de la population malaisienne. À eux le commerce et l'argent. Cependant, en observant un peu attentivement la foule des villes malaisiennes, on s'apercevra qu'il n'y a pas que des Chinois. Moins nombreux que les Chinois, mais plus voyants, il y a des Indiens qui représentent 10% de la population. Les Sikhs, qui viennent du nord-ouest de l'Inde, sont connus pour leur force et leur mentalité service-service. Aussi leur confie-t-on le gardiennage des entrepôts, des chantiers et des usines. Mais la plupart des Indiens descendants des ouvriers des plantations de caoutchouc viennent du sud de l'Inde. La majorité d'entre eux exercent des professions modestes. À eux le travail, mais aussi la puissance syndicale. Les Indiens peuvent bien pour la plupart être d'humbles conditions. Leurs femmes sont des reines et il en est peu qui peuvent rivaliser avec elles d'élégance et de majesté. Paradoxalement, dans les rues des villes malaisiennes, ce sont les Malais qu'on remarque le moins. Bien plus qu'une race, les Malais constituent un groupe ethnique assez complexe qui recouvre toute l'insule Inde, avec un certain nombre de traits communs, physiques, linguistiques et culturels. L'Indonésie et les Philippines totalisent près de 150 millions de Malais. En Malaisie, ils sont 5 millions. C'est le groupe le plus important du pays, mais cela ne représente que 47% de la population. C'est au nord-est de la Malaisie que les Malais se trouvent nettement majoritaires. Ils fabriquent eux-mêmes avec leurs procédés les glorieux batiks dont ils s'habillent. Au marché de Kota Baru, la Chine et l'Inde ont disparu. Mais si dans la plupart des villes, les Malais paraissent moins nombreux que les autres, c'est aussi que la majorité d'entre eux préfèrent demeurer dans leurs villages des côtes, près de leurs barques de pêche, ou des plaines, à l'ombre de leurs arbres fruitiers, dont ils vivent pour une bonne part.
fruits ont la mauvaise idée de pousser trop haut, pourquoi ne pas se faire aider? Un singe comme cela vaut de l'or. Il est capable de cueillir jusqu'à 200 noix de coco dans sa journée. Et bien entendu, il sait choisir celles qui sont à point. Les Malais revendiquent certains privilèges. En tant que fils de la terre malaisienne, eux seuls ont le droit de posséder et de travailler la rizière. Au Malais, le pouvoir politique. Les sultans, grands électeurs, se réunissent tous les 5 ans pour désigner celui d'entre eux qui sera roi. Au Malais, l'armée et la police. La langue officielle est le malais, qui est pour la simplification de l'orthographe. Mais dans un pays à la population aussi complexe, les inscriptions officielles sont toujours rédigées en malais, en chinois, en indien tamoul et en anglais. Si vous n'avez pas encore compris, on vous fait un dessin. Les aborigènes existent toujours. Ils ne sont plus guère que 80 000, vivant comme jadis des fruits et de la chasse. Cependant, on peut voir aujourd'hui des jeunes gens aborigènes dans les écoles secondaires. Demain, sans doute, on en verra dans les universités. Enfin, 2% d'Eurasiens, non seulement les vieux malayo-portugais, mais les plus récents anglo-chinois ou, comme cette jeune fille, anglo-indiens. Quant aux Britanniques, depuis l'indépendance, il n'en reste plus guère. Mais ils ont laissé derrière eux l'empreinte d'un style bien évident. Ainsi va la Malaisie avec sa complexité, raison de son charme et source de ses difficultés. Avec ses équipements hérités de l'Empire britannique et ceux plus récents réalisés avec l'aide de divers pays, le Japon notamment.
La Malaysia demeure aujourd'hui le premier producteur d'étain du monde. Cet étain, qui n'est pas un métal précieux, mais auquel l'art avait donné ses lettres de noblesse, qui rentre dans la composition de maints alliages, mais surtout grâce auquel est fabriqué le fer étamé, emballage de toutes les conserves du monde. La Malaysia demeure le premier producteur de caoutchouc du monde. Mais gare à la surproduction et à la concurrence du caoutchouc synthétique. Danger tellement réel que certaines plantations d'EVA sont converties en plantations de palmiers à huile. Introduit en Malaisie dans les années 1910, le palmier à huile semble devoir prendre aujourd'hui un essor considérable. La Malaysia exploite maintenant sa forêt. Premier client, le Japon. Contrairement aux autres pays du sud-est asiatique, la Malaysia ne se suffit pas pour son riz et doit importer. Mais de grands travaux d'irrigation destinés à augmenter les surfaces cultivables devraient bientôt remédier à cette situation. La pêche est toujours l'affaire des Malais, mais aussi des Chinois. La casse et la récupération de la ferraille, c'est les Chinois. Évidemment, la population urbaine augmente et les périphéries des villes sont de vastes chantiers. Tous les nouveaux citadins malaisiens rêvent d'habiter une maison comme celle-ci. Mais beaucoup doivent se contenter d'un petit appartement dans des buildings comme ceux-là. Tout de même, la foule des petits marchés qui se tiennent entre les murailles anonymes est bien une foule malaisienne. Pays à forte natalité, la Malaysia est également un pays à forte scolarité. C'est d'ailleurs par les écoles que commence à s'effectuer un certain brassage de cette population compartimentée à l'excès.
Les Malais, c'est l'islam. C'est par la religion que s'affirme le plus spectaculairement chacun des principaux groupes composant la population malaisienne. Tout village malais a sa mosquée. Quant aux villes importantes, elles rivalisent à qui construira la mosquée la plus belle. Bien entendu, c'est la capitale fédérale, Kuala Lumpur, qui a édifié la plus prestigieuse, la grande mosquée nationale, harmonieuse synthèse du style mauresque et du style moderne. شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكان. La mosquée est un lieu de méditation et de prière, mais aussi un endroit où on aime se rencontrer et converser. Chaque vendredi à midi, les Malaises se rendent en foule à la mosquée pour la grande prière commune. Le rêve de tout musulman est d'effectuer au moins une fois dans sa vie le pèlerinage de la Mecque. Les Malais n'y manquent pas. Lors des retours des paquebots pèlerins, il y a de l'ambiance. Le navire est pris d'assaut par ceux qui se précipitent au devant de leurs familiers. Les pèlerins de la Mecque ont le privilège de porter la toque blanche. Certains ont même adopté pour le voyage les costumes de l'Arabie saoudite. Plus intime est la manifestation religieuse des Chinois. La plupart d'entre eux se rattachent au bouddhisme dit de la voie large, c'est-à-dire le bouddhisme repensé par la Chine qui attache une grande importance au génie bienfaisant. Ce temple dédié à Kuan Yin, 12 divinités féminines de la compassion, ne désemplit pas. Pour une famille, les génies les plus proches ne sont-ils pas ses propres défunts? Les Chinois enterrent solennellement leurs morts.
Et ils continuent à leur apporter 1000 gâteries dans leurs cimetières qui n'ont rien de triste. Lorsque revient la grande fête hindouiste annuelle, les Indiens se déchaînent et s'emparent de la ville. Cette fois, c'est la Malaisie et la Chine qui disparaissent pour 3 jours. À l'arrivée du char de la divinité, véritable temple sur roue, on procède à une fracassante libation de lait de coco. Il en est qui trouvent plus valable de briser leurs noix de coco sur les roues mêmes du char, lors de ces fréquents arrêts pour permettre aux fidèles de présenter leurs offrandes. Les offrandes terminées, nouvelle libation, et l'interminable cortège se remet en route pour s'arrêter 100 mètres plus loin. Et le cortège passé, les Chinois viennent récupérer les fragments de noix de coco. Le deuxième jour est celui des pénitents, que leurs amis commencent par saouler en leur faisant respirer de l'encens pour leur donner du courage. Il leur en faudra. Il y en a qui portent une sorte de petit reposoir à l'effigie de la divinité du temple et qui tient par de longues aiguilles piquées dans leur chair. Cela tient de la Semaine Sainte à Séville et du cirque. Malacca est le conservatoire de la vieille chrétienté malayo-portugaise du XVIe siècle. Cette chrétienté de tradition est ce qu'elle est. Il faut reconnaître deux choses.
D'abord, sa foi a traversé les siècles et les régimes. Ensuite, si l'église malaisienne a un peu de sang malais, c'est à Malacca qu'elle le doit. Car si vous rencontrez en Malaisie de purs Malais chrétiens, c'est qu'ils sont citoyens indonésiens. Les aborigènes sont officiellement assimilés aux Malais. Il n'y a que quelques chrétiens parmi eux. Les missionnaires étrangers ne sont pas autorisés à les catéchiser. Il est seulement toléré que les prêtres malaisiens, comme celui-ci, d'origine chinoise, puissent le faire. D'instinct, les chrétiens s'étaient groupés selon leur origine. Ici, c'est une paroisse indienne. What then shall we say? Shall we continue in sin that grace may abound? By no means. For how shall we, who are dead to sin? Là, sorti de la messe dans une paroisse chinoise. Il y a environ 350 000 chrétiens en Malaisie, dont 246 000 catholiques. Les Indiens en représentent les 3/5. Le reste est chinois. Les petits groupes eurasiens fréquentent les unes ou les autres paroisses. Mais lorsqu'on construit les nouveaux centres paroissiaux, on avertit maintenant les chrétiens que ces nouvelles églises seront celles de tout le monde et que, indiens, chinois ou autres, on devra apprendre à y prier en commun aux mêmes offices. Il y a longtemps que missionnaires étrangers et prêtres malaisiens donnent l'exemple du travail en commun. Cette mentalité nouvelle sera évidemment facilitée du fait de la scolarisation actuelle, les enfants des diverses races de la Malaisie étant habitués à se trouver ensemble dès la maternelle et le collège. L'éventail des activités des religieuses s'est élargi et ne se borne plus seulement aux œuvres scolaires et hospitalières. Et le missionnaire d'aujourd'hui connaît de nouveaux soucis. Pour mieux apprendre aux hommes à prier, ne faut-il pas aussi leur apprendre à s'organiser pour mieux vivre? Notre monde moderne l'exige. Ce missionnaire et ses collaborateurs laïcs touchent les personnels de 80 plantations d'EVA. On se réunit, hommes et femmes, et du coup enfants, pour décider ce qu'il faut faire. Ces décisions auraient de quoi surprendre tant elles sont simples et réalistes. On a commencé par demander un atelier pour la formation de techniciens réparateurs de radio-télévision capables d'opérer vite, bien et loin. Il faut comprendre en effet l'importance de la radio et de la télévision pour toutes ces familles dispersées dans la nature, souvent loin des villes. On a demandé l'ouverture d'ateliers de couture dans les plantations les plus importantes, ce qui donne du travail et un salaire aux unes et la possibilité de s'habiller à bien meilleur marché aux autres, sans parler du lieu de rencontre que constitue l'atelier pour les jeunes filles des diverses races. Par ailleurs, on a fondé un mouvement dans l'esprit de la jeunesse ouvrière chrétienne, ouvert à tous, chrétiens ou non, bien entendu. Mouvement qui rend de grands services pour la formation des responsables syndicaux. Telles sont quelques-unes des nouvelles réalisations demandées aux missionnaires d'aujourd'hui. L'extrémité de la péninsule malaise se prolonge par une digue qui la relie à une petite île promise à une destinée exceptionnelle.
Sur cette digue, une route, une voie de chemin de fer et 2 pipelines d'eau douce. Sur la petite île, ce n'est plus le drapeau de la Malaisie qui flotte. Singapour, qui fut une des plus prestigieuses capitales de l'Empire britannique, aurait dû normalement devenir la capitale de la Malaisie, en étant de beaucoup la plus grande ville avec plus de 2 millions d'habitants et aussi la plus riche. Mais malgré ses armoiries d'aspect très musulman, malgré sa devise en langue malaise, malgré ses 300 000 habitants malais, Singapour s'est détaché de la Malaisie pour devenir république indépendante, et ceci au vif soulagement de la Malaisie. C'est que 75% de la population de Singapour est chinoise, de sorte qu'en Malaisie, Singapour compris, les Chinois se trouvaient majoritaires. Les rues peuvent bien s'appeler malaises, arabes, arméniennes, ce sont toutes des rues chinoises. Comme le sont également les rues dont le nom témoigne du passé britannique de la ville, et que cette jeune république sans complexe n'a pas jugé utile de modifier. Ah, bien sûr, on y avait droit. Oh là, rien n'y manque. Et cependant, au-dessus du vieux Singapour au charme désuet, le nouveau pousse avec une vigueur presque effrayante. Le 4e port du monde. Et un des principaux aéroports de l'Extrême-Orient. Des industries sont déjà venues du monde entier s'installer à Singapour, et les terrains sont prêts pour celles qui s'annoncent. Évidemment, il y a longtemps que le christianisme s'intéressait à Singapour, comme en témoignent les églises d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. Et celles de demain qui poussent en même temps que ce monde minéral, malheureusement souvent déshumanisé. Si bien que certains missionnaires se sont inscrits pour répondre aux appels SOS des victimes du désespoir et des candidats au suicide. La chrétienté de Singapour se monte à 150 000, dont 75 000 catholiques. Elle est composée des mêmes éléments que celle de Malaisie, mais ici, la majorité est inversée largement en faveur des Chinois, qui en représentent les 4/5e. Et pour le jeune missionnaire qui commence sa carrière dans cette jungle de béton, il faut les mêmes qualités qu'à son aîné qui s'enfonçait dans la jungle végétale. Beaucoup de foi et d'amour, et le petit grain de folie sans lequel on n'oserait jamais.